Mesurer ton sommeil pour savoir si tu as bien dormi, scanner chaque calorie avant de manger, ou encore partager ta position GPS avec une application pour qu'elle te dise si tu as assez marché. Ce genre de réflexe inonde nos vies et ça peut parfois aller très loin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal je crois. Mon pouls est à 78 battements par minute aujourd'hui. J'ai brûlé une centaine de calories rien qu'en venant ici et j'ai un bon cycle du sommeil. Alors comment est-ce que je sais tout ça? Grâce à ceci évidemment. Aujourd'hui on peut télécharger des tas d'applications santé en quelques clics sur son smartphone. Mais alors est-ce que tout ça est bien fiable? C'est ce qu'on va voir. Tu vois cette petite montre à ton poignet? Eh bien, pour des millions de personnes, c'est devenu bien plus qu'un accessoire. C'est devenu leur coach, leur médecin et même leur juge. Elle leur dit quand dormir, quand bouger et quand se détendre. Elle connaît leur rythme cardiaque au repos, leur cycle menstruel et même leurs moments d'intimité. Quand on regarde 350 000 applications, ça c'était les chiffres en 2020. On est passé 2016, on était autour de 100 000 à 350 000. On est en 2022, quand on aura les chiffres actualisés. On a dépassé les 500 000 applications qui font tout, qui permettent de faire le suivi des maladies chroniques, de suivre un traitement, de prendre un certain nombre de variables physiologiques. Par exemple, avec votre téléphone portable, vous pouvez, en posant votre doigt sur l'appareil photo, prendre vos pulsations cardiaques en fonction du changement de couleur de votre peau. Ça marche ça? Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que derrière cette interface aux couleurs pastel qui te félicite pour tes 10 000 pas, eh bien il se passe quelque chose de beaucoup moins joli. Parce que ces applications gratuites, eh bien elles ne se financent pas par magie. Elles ont un business model. Et spoiler, ce n'est pas uniquement de te vendre un abonnement premium. On voit ici que dès le départ, l'application va demander énormément de permissions à l'utilisateur. Et ce n'est vraiment pas très clair. On voit ici qu'il y a énormément de texte à lire. C'est pas très bien présenté. Et puis, on va être incité assez rapidement à tout autoriser. Alors, je pense que l'application va chercher à gagner la confiance de l'utilisateur en disant, voilà, donne-moi toutes tes données et je serai vraiment un super coach pour toi parce que je te connaîtrai en détail. Mais on peut imaginer que beaucoup des données qu'on donne ici, le questionnaire qu'on remplit au début, c'est que du fake. En 2024, un géant de la santé connectée a dû débourser 49 millions de dollars après qu'on ait découvert que Google, Microsoft et Meta fouillaient dans les dossiers médicaux de ses utilisateurs. Volontairement. Et ce n'est qu'un cas parmi des centaines, parce qu'en réalité, l'industrie du bien-être numérique cache un secret. Ton corps est devenu une mine d'or, littéralement. Mais alors, comment ces outils censés nous aider à vivre mieux ont-ils pu se transformer en machines à aspirer nos données les plus intimes? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces petites notifications motivantes? Et surtout, qui regarde tes données, pendant que toi, tu regardes ton score de sommeil? Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit saut dans le temps, plus précisément lors de la troisième révolution technologique. Comme tu le sais, toute révolution naît d'un sentiment d'injustice. La première révolution, celle de la machine à vapeur, a été lancée pour faciliter la vie de l'homme. La deuxième révolution technologique, c'est celle de l'électricité, du pétrole et de la chimie. Donc si la première révolution a remplacé les muscles, la seconde a commencé à chronométrer nos vies. Et c'est dans cette même optique que la troisième révolution, celle de l'informatique et d'Internet, a été lancée. C'était le passage d'un monde analytique, matériel et lent vers un monde numérique, immatériel et instantané. L'information se traite maintenant à une vitesse surhumaine. C'est le début de l'automatisation du travail de bureau, tout comme celle des chaînes de montage des usines par les premiers robots. Et c'est durant cette révolution qu'on réalise que tout peut être traduit en code binaire de 0 et 1. La technologie commence à sortir des ordinateurs pour se coller à notre peau avec un objectif bien défini. Utiliser la donnée pour que le corps humain ne soit plus une boîte noire. Le patient zéro de l'association du numérique et du corps humain, c'est Nike+, lancé en 2006. Né d'une collaboration iconique entre deux géants, Nike et Apple, Nike+ était à l'époque un petit capteur rouge glissé sous la semelle de ta chaussure, et dont le but était de parler à ton iPod Nano. Donc quand Mark Parker de Nike et Steve Jobs d'Apple décident qu'il est possible de voir tes kilomètres s'afficher en temps réel sur ton baladeur, c'était tout simplement de la science-fiction. Ils étaient même trop en avance pour leur époque, mais malgré ça, ça a été un succès culturel foudroyant. Et ça, c'est totalement compréhensible. Premièrement, la naissance du Quantified Self, ou mesure de soi, a permis à monsieur et madame tout le monde d'avoir accès à leurs données sportives sans être des athlètes professionnels. Et deuxièmement, le site NikePlus.com a créé le premier véritable réseau social pour sportifs. On pouvait défier un ami à l'autre bout du monde. Et ça, c'était l'époque de l'Internet des objets pur. L'époque où le seul but était de transformer tes efforts physiques en chiffres, pour te motiver. C'était une promesse de progrès, une victoire de la troisième révolution industrielle sur la sédentarité. Mais ce que nous n'avions pas vu venir, c'est que cette porte ouverte sur notre intimité biologique allait attirer des intérêts bien plus voraces que de simples records de jogging.
Le capitalisme de surveillance était encore latent, attendant de comprendre que ton rythme cardiaque valait en réalité bien plus cher que ta paire de baskets. Les applications santé des smartphones, c'est extrêmement pratique. Ça permet de faire toutes sortes de trucs, ça permet aussi de mieux prendre en main sa propre santé, mais ça soulève des enjeux éthiques. Alors voilà quelques exemples. Eh bien, d'abord, ça récolte des données sur nous, et ces données, eh bien, on ne sait pas toujours où elles vont, on ne sait pas toujours à quel point elles peuvent réellement être anonymisées, étant donné que lorsqu'on croise entre elles beaucoup de données, même anonymes, qui donnent beaucoup de détails, de granularité sur notre vie, eh bien, ça peut permettre de nous réidentifier. Ça peut aussi soulever un autre enjeu un peu plus sournois, celui-là, c'est que en nous signalant que nous pouvons nous-mêmes soigner notre propre santé, ça peut nous faire ressentir une certaine culpabilité quand nous sommes néanmoins malades. En 2009, Nike a vu ses parts de marché sur les chaussures de course bondir de façon permanente grâce à Nike+. Cet exploit commercial a mis la puce à l'oreille à de nombreux acteurs dans le milieu de cette technologie. Et ce qui n'était au départ qu'une niche pour les passionnés de running est devenu l'Eldorado du XXIe siècle. Dès que l'App Store a ouvert ses portes, des pionniers se sont engouffrés dans la brèche pour transformer le smartphone en coach universel. Runkeeper, par exemple, est l'un des premiers à utiliser le GPS de l'iPhone pour remplacer le capteur dans la chaussure. Strava, le réseau social des athlètes, a introduit la notion de compétition permanente pour comparer son temps sur une partie précise de route avec le reste du monde. Et MyFitnessPal a suivi le mouvement en ajoutant la brique manquante, la nutrition. Et soudain, le corps n'était plus seulement mesuré par ses sorties, mais également par ses entrées, les calories. Alors aujourd'hui, il ne s'agit plus de quelques capteurs dans une chaussure, mais de dizaines de milliers d'applications qui se battent pour chaque pixel de ton écran et chaque seconde d'attention. Pour ces entreprises, être juste utile à ta santé n'est plus un business model suffisant. Pour elles, la règle est simple. Si tu stagnes, tu meurs. Et pour survivre, il faut devenir une licorne, une société valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et c'est là que le jeu a basculé. Pour justifier des valorisations aussi délirantes, ces applications sont entrées dans une surenchère des fonctionnalités presque obsessionnelles. Elles ont compris que, pour valoir de l'argent, elles devaient devenir ton prolongement biologique. Alors hier, on comptait tes pas, aujourd'hui, on analyse la qualité de ton sommeil profond, et demain, on prédira ta fenêtre de fertilité. On mesurera ton taux de glycémie en continu, et on scannera ton niveau de stress via la sueur de tes mains. C'est une course à l'armement biologique. Et plus ton application en sait sur toi, plus elle devient indispensable. Elle ne se contente plus d'être un coach, elle se transforme en sorte de tuteur numérique dont tu ne peux plus te passer pour prendre la moindre décision. Mais attention, car pour maintenir une croissance infinie, ces entreprises ont besoin d'une matière première inépuisable. Et cette matière première, ce n'est pas le sport que tu fais, c'est la profondeur de tes données personnelles. Alors en premier, la collecte des données. Effectivement, Jean-Claude, on est en train de passer aujourd'hui d'une santé connectée à une santé augmentée. La santé connectée consiste à connecter des devices ou des dispositifs médicaux, pour parler français, à une application et à faire remonter des données médicales personnelles. La santé augmentée, je dirais que c'est l'étape peut-être d'après, c'est-à-dire qu'à partir de toutes ces données collectées, grâce à la médecine algorithmique, c'est-à-dire aux algorithmes qui permettent de faire des orientations diagnostiques, grâce à ces services aujourd'hui, la capacité de la prise en charge médicale est augmentée. Aujourd'hui, on est passé de l'outil qui t'aide à courir à une machine qui a besoin que tu restes connecté, que tu renseignes chaque repas, chaque émotion, chaque battement de cœur. Et le problème, c'est que plus l'algorithme en sait sur ton corps, plus il détient un pouvoir sur toi, que même ton médecin traitant n'a pas. On a quitté le domaine du bien-être pour entrer dans celui de la capture systématique de l'intimité. Et dans cette course à la montre, eh bien, ce n'est plus toi qui gagne des minutes de vie, mais c'est l'industrie qui gagne du terrain sur ta vie privée. C'est ici que l'illusion de la gratuité vole en éclats. On a tendance à croire qu'une application fitness a simplement besoin de ton poids et de ton signal GPS pour fonctionner. Mais en réalité, ton profil est devenu un véritable buffet à volonté pour ce qu'on appelle les data brokers. Ce sont ces courtiers en données qui revendent ta vie au plus offrant. Bienvenue dans l'ère de l'overdose de la collecte. Le rapport d'audit publié en janvier 2026 par la firme de cybersécurité Surfshark est formel. La majorité de ces apps récupèrent des dizaines de types de données qui n'ont aucun rapport avec ton entraînement. Par exemple, pourquoi ton application de yoga a-t-elle besoin d'accéder à ta liste de contacts ou à ton historique de navigation? Et pour comprendre pourquoi ces apps collectent quand même ces données, voici à peu près comment elles fonctionnent. Tout d'abord, quand ton rythme cardiaque ou ton cycle de sommeil est fini dans les bases d'un courtier à l'autre bout du monde, ce n'est pas par un simple envoi de fichiers.
En réalité, c'est bien plus complexe et invisible que ça. En fait, ces apps utilisent un véritable cheval de Troie, que sont certains SDK. Les SDK, ce sont des kits de développement logiciel, qui permettent à des tiers, pour ne pas dire des inconnus, de s'inviter directement dans ton téléphone. Car oui, au cas où tu l'ignores, sache que la plupart des développeurs d'applications n'écrivent pas tout le code eux-mêmes, et c'est normal. Ils utilisent notamment des SDK, qui sont des blocs de code préfabriqués fournis par des géants comme Google ou Meta, pour ajouter des fonctionnalités comme l'analyse de trafic, la publicité, les connexions simplifiées, etc. Et le mécanisme, c'est que dès que tu ouvres une application, ces SDK s'activent en arrière-plan et commencent à écouter, c'est-à-dire enregistrer tes actions. Par exemple, l'application de suivi menstruel, Flow, utilisait un SDK de Meta. Résultat, à chaque fois qu'une utilisatrice renseignait une information intime, celle-ci était transmise à Facebook, même si l'utilisatrice n'avait pas de compte Facebook. Et comme ces entreprises cherchent à collecter le plus d'informations possible de ta part, elles se permettent de faire ce qu'on appelle de l'exfiltration par permission excessive. En fait, elles te demandent gentiment l'accès à des capteurs qui n'ont rien à voir avec leur service de base. Et une fois l'autorisation donnée, eh bien, l'application peut siphonner tes données en continu. L'étude du British Medical Journal a montré que de nombreuses apps de santé communiquaient avec des centaines de domaines tiers, des serveurs publicitaires ou des réseaux d'analyse. Et plus de 90% de ces applications exploitent les données au-delà de ce qui est nécessaire pour l'utilisateur. Par exemple, l'application Fitbit collecte jusqu'à 24 types de données différentes, dont beaucoup ne sont pas essentiels au suivi de l'activité. De la même manière, Whoop a été poursuivi pour avoir partagé des données de fréquence cardiaque, de sommeil et de stress avec d'autres entreprises sans consentement explicite de leurs propriétaires. Et c'est déplorable, mais c'est là le vrai business de ces applications. Et une fois que les données sortent de ton téléphone, elles arrivent chez des courtiers en données, les data brokers. Leur métier, c'est de fusionner ces fragments pour créer un profil ultra précis de toi. Et voilà leur mécanisme. Le courtier achète des données GPS à une application de running, ton historique de sommeil à une application de santé, et croise le tout avec tes achats en ligne. Alors quand vous, par exemple, un exemple très précis, vous téléchargez une application de jeu comme Candy Crush, vous acceptez des conditions générales d'utilisation qui, dans ces conditions générales, permettent que vos données soient transmises à des sociétés commerciales ou à des courtiers en données. Et donc vous avez vos données personnelles, votre lieu de localisation et d'autres, qui sont transmises à des data brokers qui eux-mêmes après revendront à des sociétés commerciales à des fins publicitaires. Et l'objectif principal, c'est que ces profils soient ensuite revendus à des annonceurs, mais aussi potentiellement à toute entreprise qui ait besoin de tes données. Et les champions de cette gourmandise numérique ? Eh bien Fitbit, Strava ou Nike Training Club. Ils ne se contentent pas de l'essentiel, ils ratissent large. En fait, 75% des applications partagent tes informations avec d'autres entreprises. Strava, par exemple, c'est un réseau social convivial pour les coureurs, mais il s'est aussi rapidement transformé en outil d'espionnage involontaire. Par exemple, en publiant des heat maps, c'est-à-dire des cartes de chaleur montrant les parcours de jogging les plus fréquentés, eh bien Strava a accidentellement exposé la localisation des bases militaires secrètes et des patrouilles de sécurité de diplomates de haut rang. Pourquoi ? Eh bien, parce que même les soldats et les agents secrets ont une montre connectée. La sécurité des présidents, c'est quelque chose de sensible. Et pour éviter les incidents, l'État ne lésine pas sur les moyens. Garde du corps, voiture blindée, accès contrôlé, ils ont pensé à tout sauf à ça. Le Monde révèle l'existence d'une faille de sécurité d'ampleur inédite au plus près des principaux chefs d'État de la planète. Une faille qui permet de les suivre à la trace lors de leur déplacement et qui peut mettre en danger leur vie. On te vend un coach, mais tu télécharges un traceur en fait. Et tout ça juste parce que tu as accepté les conditions générales d'utilisation, souvent sans les lire. Alors petite pause de 10 secondes, si t'es encore là, c'est sûrement que ce type de sujet t'intéresse. Alors n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like pour m'aider à faire décoller cette chaîne qui vient tout juste de démarrer. Allez, je compte sur toi. Merci et on retourne à la vidéo. Alors malgré cela, on nous berce souvent de mots rassurants. Chiffrement de bout en bout, anonymisation, respect de la vie privée, mais les faits, eux, sont réels. Et l'exemple le plus glaçant est celui de l'application Flow, dont on a discuté, l'un des leaders mondiaux du suivi menstruel. Un jury californien a mis en lumière une trahison massive. Entre 2016 et 2019, l'application a transmis des données ultra sensibles, les cycles, les désirs de grossesse, à Meta, la maison mère de Facebook, sans le moindre consentement. Alors Flow a dû verser 56 millions de dollars en 2024 pour clore l'affaire. Mais le mal était déjà fait. L'intimité de millions de femmes était déjà dans les serveurs de la publicité ciblée.
Did you know that the Flow period tracking app just settled a major privacy lawsuit and users could be eligible for major compensation? Flow promised to keep sensitive health data private, but instead was sharing it with advertisers such as Meta. Here's what happened. Flow users trusted the app with sensitive health data. This includes period dates and pregnancy status. But the company shared that information with Facebook and other advertisers. The lawsuit claims that Flow shared this data without getting users' permission. Flow has now settled mid-trial, while Meta continues to fight the case. Et ne crois pas que ce soit une exception, c'est le cœur même du système. En 2025, c'est Whoop Health qui s'est retrouvé sur le banc des accusés pour avoir partagé des données de fréquence cardiaque et de sommeil sans accord clair des utilisateurs. Et même le géant de la santé Kaiser Permanente, qui a dû débourser 46 millions de dollars parce que Google, Meta et Microsoft fouillaient impunément dans les dossiers de ses membres, via des outils de suivi invisibles. Et le plus flippant dans tout ça, c'est que c'est le no man's land juridique. En fait, en France, comme aux États-Unis, ces données de bien-être ne sont souvent pas protégées par les lois médicales strictes, comme le secret médical ou la loi HIPAA. En fait, pour le droit, ta fréquence cardiaque sur une montre connectée n'est pas une donnée de santé protégée, c'est une préférence publicitaire, au même titre que ta marque de soda préférée. On a donc confié nos secrets les plus profonds à des machines qui n'ont aucun serment d'Hippocrate, mais qui répondent tout au serment de la rentabilité. Les régulations paraissent selon moi insuffisantes parce qu'il y a tellement de quantité de données chaque jour, d'interactions en ligne chaque jour qui s'élèvent à des milliards de données permanentes et d'interactions qu'une régulation ne suffit pas. Le règlement général de protection sur la protection des données est un enjeu important évidemment, c'est un premier pas, mais il y a des trous dans la raquette et surtout ces data brokers sont à la limite de la légalité et se fondent sur l'intérêt légitime dans ce RGPD qui leur permet d'obtenir des données sans consentement parce que ça favorise leur entreprise. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux et je pense que la régulation ne suffira pas, qu'il faut une véritable interdiction de ces data brokers. Et on en arrive à aujourd'hui, ayant franchi une frontière que même nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Nous sommes entrés de plein pied dans la 4e révolution technologique. Si la 3e révolution nous avait connectés au monde, la 4e, celle de l'intelligence artificielle et des biotechnologies, connecte le code informatique directement à nos cellules. L'IA ne se contente plus de compter tes pas, elle veut devenir ton médecin traitant, ton psychologue et même ton conseiller en longévité. Le lancement de ChatGPT Health par OpenAI en est la preuve. Le concept est d'une efficacité redoutable. Tu lui donnes un accès total à tes flux de données, sommeil, nutrition, variabilité cardiaque, pic de stress. L'IA mouline tout ça en temps réel pour te dire quoi manger, quand dormir ou si tu as des signes de dépression. De son côté, Apple suit le mouvement, en intégrant des cerveaux numériques directement au cœur de son écosystème. C'est la promesse de santé personnalisée à l'extrême. Selon une étude américaine, en 2024, ChatGPT serait plus efficace que les médecins pour poser un diagnostic. La machine, effectivement, fait mieux que le médecin. Mais alors, depuis cette étude-là, il y en a une encore plus récente qui date d'il y a peut-être 2 mois, qui est une étude qui a été faite sur 150 médecins versus l'IA. Et donc là, ils ont fait des raisonnements médicaux complexes sur des maladies rares ou complexes. Ils montrent aussi que là, les humains sont encore plus écrasés, quasiment d'un ratio 1 pour 3. Souvent, il y a 2-3 ans, quand on me posait la question, est-ce que tu penses que l'IA va remplacer les médecins? Je disais, mais non, c'est sûr que l'IA va pas remplacer les médecins. Mais quand une entreprise privée, dont le but est le profit, possède l'historique complet de tes carences, de tes maladies latentes ou de tes angoisses nocturnes, le danger n'est plus seulement commercial, il est sécuritaire. Car la 4e révolution technologique est aussi celle d'une fragilité sans précédent. Par exemple, fin 2025, le portage Manage My Health a été victime d'un piratage massif. 400 000 documents médicaux ultra confidentiels ont été jetés dans la nature, sur le darknet. Et ici, les conséquences ne sont pas de simples publicités ciblées pour les baskets. On parle possiblement de maîtres chanteurs qui connaissent tes pathologies, d'assureurs qui pourraient demain ajuster tes tarifs en fonction de fuites de données, ou d'employeurs qui pourraient avoir accès à ton état de santé réel avant même de t'embaucher. Et dans cet univers de la 4e révolution, la frontière entre prendre soin de soi et se mettre à nu devant les algorithmes piratables est devenue inexistante. Tes artères sont désormais des autoroutes de données, et malheureusement il n'y a plus aucune limitation de vitesse pour ceux qui veulent les piller. Arrivé à ce stade, tu as peut-être envie de jeter ta montre connectée dans la première poubelle et de supprimer toutes ces applications. Mais avant de passer à l'acte, prenons un instant pour regarder l'autre face de la pièce. Parce qu'en réalité, si ces outils ont envahi nos vies, ce n'est pas uniquement par manipulation, c'est aussi parce qu'ils fonctionnent et qu'ils sont utiles. Et il faut être honnête, pour des millions de personnes, ces applications ont été le déclic. La gamification du sport,
Ces petits badges, ces défis entre amis, ces barres de progression ont réussi là où des décennies de discours médicaux ont échoué. Elle nous a sortis de la sédentarité. Transformer l'effort en jeu est un moteur puissant pour notre cerveau. Et les résultats sur la santé publique sont bien réels. Mieux encore, ces capteurs sauvent littéralement des vies chaque jour. Claude est diabétique, il en utilise une depuis 5 ans pour contrôler son taux de sucre dans le sang avec son téléphone. Grâce à cette application, Claude choisit son repas en fonction de son taux de glycémie et ajuste en conséquence son besoin en insuline avec une petite pompe reliée à son ventre. Une assurance de mieux gérer son diabète avec un nouveau contrôle après le repas. On ne compte plus les témoignages de personnes alertées par leur montre d'une fibrillation auriculaire ou d'une anomalie cardiaque invisible à l'œil nu. Et dans ces moments-là, le fait que la donnée soit collectée devient secondaire face à la survie immédiate. Et c'est là tout le paradoxe de ces outils. Et la bonne nouvelle, c'est que le monde commence enfin à réagir. On est de moins en moins dans le Far West numérique des années 2010. Les lignes bougent. Aux États-Unis, par exemple, la loi IPRA, votée en novembre 2025, commence enfin à combler des vides juridiques. De la même manière, en Europe, le projet Digital Omnibus, qui entre en vigueur en 2026, s'attaque frontalement aux wearables, pour garantir que nos données identifiables ne soient plus traitées comme de simples marchandises publicitaires. La prise en compte par la Commission européenne d'une clarification apportée par la Cour européenne de justice l'été dernier et d'une jurisprudence qui dit la chose suivante, les données personnelles ne sont personnelles que quand elles permettent d'identifier une personne. Et seules les entreprises qui auraient des moyens raisonnables de pouvoir identifier les personnes tombent sous le coup de données personnelles, ce qui exclut le reste. Jusqu'à présent, on avait des données anonymes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus jamais remettre le nom d'une personne sur ces données et elles ne rentraient pas sous le coup de données personnelles. Aujourd'hui, avec des données pseudonymisées, si vous n'avez pas les outils pour pouvoir les reconnaître, vous ne tomberez plus sous le coup du RGPD. Alors, est-ce qu'il faut tout supprimer ? Pas forcément. La technologie n'est pas notre ennemi. Le capteur de ta montre, c'est un bijou d'ingénierie qui ne demande qu'à t'aider. Le vrai poison, ce n'est pas la mesure de tes pas, c'est l'opacité du modèle économique qui se cache derrière. Alors le défi en 2026, ce n'est plus de savoir si on doit utiliser ces outils, mais de décider si nous sommes prêts à exiger qu'ils servent enfin nos intérêts avant ceux des actionnaires. Car oui, nous vivons dans une révolution technologique sans précédent, la 4e de notre histoire. Mais comme toutes les révolutions, si on ne la régule pas, elle finit par créer ses propres injustices. Alors le progrès ne devrait jamais exiger le sacrifice de notre vie privée. Ta fréquence cardiaque, ton cycle, ton sommeil ne sont pas des matières premières. C'est ton identité biologique. Et c'est ce que tu as de plus précieux. Alors, la prochaine fois que ton application te félicite avec une petite animation colorée pour fêter tes 10 000 pas, ne te contente pas de sourire. Demande-toi qui, à part toi, est en train de se réjouir de cette information. Et surtout, qu'est-ce que cette personne compte en faire demain ? Abonne-toi pour soutenir la chaîne.